Promouvoir le meilleur de l'innovation, mais réfléchir à toutes ses conséquences. La deuxième édition de Tech and Fest à Alpexpo pendant 2 jours présente aussi un village de la décarbonation et accueille quelques personnalités pour s'inspirer et échanger. Au cœur de l'hiver, le département de l'Isère met en lumière l'un de ses équipements culturels. C'est au tour des archives départementales de briller avec Gravity, une œuvre de Yann Nguema et du collectif Animalux. Et puis après la publication du rapport sur l'état du mal-logement en France, les rencontres d'un toit pour tous auront lieu jeudi à Grenoble avec différents acteurs locaux. On en parle dans quelques minutes avec Jean-François Lapierre, administrateur d'un toit pour tous. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 6 février 2025, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Alpexpo fait sa fête à la tech depuis ce matin et jusqu'à demain soir. La deuxième édition de Tech and Fest accueille plus de 200 speakers, 300 entreprises exposantes et table sur 20 000 visiteurs sur 2 jours. Au programme, la mise en valeur de la Silicon Valley française, des innovations, des conférences, un job dating et aussi des interrogations sur le futur. C'était absolument essentiel d'encourager le dynamisme de régions comme celle où nous nous trouvons aujourd'hui, historique maintenant. On sait que c'est ici qu'est née vraiment une grande partie de toutes les innovations, en particulier dans le domaine des semi-conducteurs, mais pas que. Donc j'ai vraiment tenu à apporter mon soutien à ce type de manifestation importante pour nous en France, mais aussi en Europe. On sait que ce qui a fait la richesse du territoire, c'est vraiment ces liens entre la recherche, la formation, les industriels. Le iForum, il incarne tout ça. Comment on les met ensemble, comment on leur donne une vitrine et comment on les fait parler. On a été sélectionné par Grenoble-Alpes pour apparaître donc sur le pavillon qu'ils tiennent à Tech and Fest aujourd'hui pour présenter notre technologie, notre équipe et une solution potentielle pour décarboner l'industrie. C'est une super opportunité pour nous assurer une visibilité au sein à la fois de l'écosystème local et puis auprès de nombreux investisseurs qui sont présents sur l'événement. Aujourd'hui, l'écosystème semi-conducteur grenoblois, c'est le plus important de France. Donc c'est très important d'y être pour voir nos partenaires, nos clients et potentiels collaborateurs, investisseurs. Et puis le thème général, c'était le sens de la tech. Et ça, je trouve que c'est essentiel aujourd'hui. Parce qu'on a une technologie très très puissante. Mais il faut qu'on se pose la question, pourquoi on innove? Qu'est-ce qu'on veut apporter? Comment positionner la solution que l'ingénieur peut avoir trouvée? Ça veut dire quoi en termes de transformation de notre société, de transformation de notre économie? Penser à long terme et pas simplement aux résultats immédiats. Donner du sens et aussi donner une direction. Et puis les États-Unis qui ont l'air de lâcher la bride et de foncer partout où c'est possible, on voit qu'il y a un conflit qui risque d'apparaître, une sorte de concurrence qu'on pourrait qualifier de déloyale, puisque les façons de travailler ne seraient plus les mêmes et les ambitions non plus. Et donc je trouve intéressant qu'ici, on réfléchisse à ça, en regardant ce qu'on peut faire et en voyant quel sens ça a pour des démocraties européennes qui s'appuient sur des valeurs qui sont peut-être pas aussi universelles qu'on avait pu le penser. Jeudi, c'est la rencontre entre le youtubeur Hugo Décrypte et le défenseur des baleines Paul Watson qui clôturera l'événement à partir de 16h30 en attendant le concert de Bon Entendeur à partir de 19h. 8 mois de prison avec sursis et 5 000 € d'amende requis mardi par le parquet de Grenoble à l'encontre de l'ancien directeur des vols de la Coupe Icare. 20 000 € d'amende contre l'association organisatrice de l'événement. Lors de l'édition 2015, Thibaut Demange, un membre de l'équipe de France de deltaplane âgé de 30 ans, s'était tué en pleine démonstration après que son aile se soit brisée, que son parachute de secours soit parti en torche. La question, c'est de savoir si l'organisation de la Coupe aurait dû suspendre les vols en raison de la dégradation des conditions météo, comme cela venait d'être fait pour les parapentes. Le délibéré est attendu le 18 février. Voulez-vous habiter ici, dans le quartier des Portes du Vercors? La métropole de Grenoble, la ville de Fontaine et Isère Aménagement viennent d'annoncer la commercialisation des premiers logements qui composeront ce nouveau quartier durable situé près du parc de la Poya, qui vient d'ailleurs de se voir créer une nouvelle entrée. 6 promoteurs ont été désignés. 200 logements du T1 au T5 seront construits lors de la première phase, avec aussi des espaces verts, des espaces réservés aux mobilités douces et des commerces de proximité en rez-de-chaussée.
Autre chantier à la Côte-Saint-André où 2 ans après l'accord signé entre les collectivités et le club de foot viennent de débuter les chantiers des futurs centres d'entraînement et de formation du GF 38. Sur ces 7,8 hectares de la zone des Tisserands doivent être installés 5 terrains et 8 bâtiments. L'équipe pro pourrait, elle, s'y installer en juin 2026. Un site qui doit permettre au club de changer de dimension, notamment dans la perspective d'une montée en Ligue 1 à moyen terme. Budget de l'opération 20 millions d'euros, une véritable manne économique pour le territoire puisque plus de 100 personnes devraient occuper les lieux. Reverra-t-on des scènes de liesse comme celle-ci jeudi soir au stade Pierre Rajon? Après avoir éliminé l'Olympique lyonnais en 16e de finale de la Coupe de France de football, Bourgoin-Jallieu rencontrera pour les 8e un autre club de Ligue 1, le Stade Rémois. À ce niveau de la compétition, le FC Bourgoin-Jallieu est l'un des 2 seuls clubs de National 3 encore en lice. Les 7000 places du stade isérois ont vite trouvé preneur. Coup d'envoi à 21h. Fiat Lux et la lumière fut et ce sera encore le cas jusqu'au 14 février aux archives départementales de l'Isère sur le campus de Saint-Martin-d'Air. L'artiste Yann Nguema et le collectif Animalux présentent du mardi au vendredi de 17h à 20h30 leur œuvre Gravity qui s'intègre parfaitement à cette rue intérieure. Après celle du musée Hébert, de l'ancien évêché et de la maison Bergès, c'est la 4e proposition lumière du département et une nouvelle invitation au rêve. Vous êtes ici aux archives départementales, donc un équipement culturel du département de l'Isère, et ça fait déjà depuis plusieurs années que l'on propose au public, donc un public familial où tout le monde peut venir, des événements lumière en hiver. L'objectif, c'est de surprendre le public, c'est-à-dire d'inciter le public à venir dans les équipements, qu'il s'y trouve bien, qu'il les découvre autrement, avec ici donc cette magnifique œuvre lumineuse. Alors aujourd'hui, on présente Gravity, qui est une œuvre qui mélange lumière, projection, vent et voile. Alors déjà, je suis très content de montrer cette installation parce que c'est la 2e fois en 2 ans et demi qu'on la sort, donc c'est très rare. Il faut trouver des lieux suffisamment grands, suffisamment hauts. Elle paraît très légère, mais il faut un semi-remorque pour la déplacer. Donc déjà, je suis très très heureux de la déplacer, de la montrer, parce que c'est rare. Et je ne sais pas encore combien de temps je la montrerai. Naturellement, avec l'évolution des technologies, on en vient à découvrir des nouveaux outils qui nous permettent de créer des œuvres un peu hybrides comme ça, qui mêlent vidéo, lumière, laser, son bien évidemment, et tous ces médias-là. Gravity est une œuvre, la plus grande, la plus monumentale d'une exposition qui s'appelle Prisme, qui elle contient 10 œuvres interactives toujours, qui traitent de ce que nous on appelle les nouveaux écrans. Donc on fait des tentatives de projection sur de l'eau, de la fumée, du sable, du verre gravé, ce genre de choses. Les archives qui rayonnent aussi à l'international puisque le bâtiment a reçu en novembre dernier le premier prix dans la catégorie béton décoratif de l'American Concrete Institute. Un bâtiment d'exception pour les archives, mais pas encore un toit pour tous. Selon le 30e rapport de la Fondation pour le logement des défavorisés, ex-Fondation Abbé Pierre, dévoilé mardi, la France s'enfonce dans la crise du logement. 4,17 millions de personnes sont mal logées, dont 350 000 sans domicile et 12,3 millions de personnes sont en fragilité de logement. Jean-François Lapierre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes administrateur d'un toit pour tous. Jeudi matin, vous organisez avec d'autres partenaires vos 5e rencontres. Ça se passera à l'Amphibé à Sciences Po Grenoble et c'est ouvert à tous. Est-ce que sur la région grenobloise, vous faites aussi ce constat dramatique du mal logement ? Oui, je crois que la situation du logement s'aggrave un peu partout en France. Il ne faut pas oublier que si les politiques du logement sont locales, puisqu'en fait c'est la métropole qui gère le programme local de l'habitat, le PLH, et qui incite sur la logique de construction de logements, de rénovation et autres, les moyens financiers, eux, pour l'essentiel, sont des moyens qui sont dégagés par l'État, ou du moins c'est l'État qui met j'ai presque envie de dire, les premiers euros pour déclencher la mécanique. Et comme sur l'Isère, comme ailleurs, l'État, depuis le budget de 2018, est dans des restrictions budgétaires extrêmement importantes, les conséquences se font sentir sur l'Isère de la même manière que sur l'ensemble du territoire. Ça concerne combien de personnes ? Il y a quelques années, un audit avait été fait. Je crois qu'il y avait plus de 1000-2000 personnes oui. qui...
Oui, alors dans la rue on avait fait une nuit de la solidarité avec la métro en 2019. C'est une opération qui est lourde, qui n'a pas été renouvelée ces dernières années. Par contre, ce qu'on sait, par exemple, c'est que sur les 4500 ménages différents qui ont contacté le 115 dans l'Isère parce qu'ils dormaient dehors ou qu'ils étaient hébergés dans de très mauvaises conditions, 85% n'ont pas reçu de réponse, n'ont pas été hébergés. C'est-à-dire qu'il y en a 15% seulement qui ont été hébergés. Alors certes, il y a des places d'hébergement, mais ces places d'hébergement, pour l'essentiel, elles sont engorgées. Elles sont pleines, les gens ont du mal à en sortir parce qu'il n'y a pas suffisamment de logements en aval. Et donc, effectivement, la situation est à ce niveau-là. Pour donner un autre exemple, dans le domaine de la demande de logements sociaux, il y a environ 5 demandes pour une attribution qui est faite dans une année. Et dans les conditions dramatiques, des familles vivent parfois dehors. Dans certaines communes, on peut les loger à Grenoble, par exemple, dans les écoles. Mais c'est très temporaire. Alors c'est très temporaire. Le réseau Éducation sans frontières évalue à environ 450 enfants, le nombre d'enfants qui, sur la grande métropole, je vais dire, dorment à la rue. Alors effectivement, il y a un vrai mouvement de solidarité de la population. Un certain nombre d'associations travaillent avec des familles qui hébergent des gens qui sont à la rue temporairement, mais ce sont des solutions qui sont toujours des solutions provisoires. Et régulièrement, effectivement, on a des familles avec enfants, avec très jeunes enfants, qui sont à la rue. Le tribunal administratif de Grenoble demande d'ailleurs régulièrement à l'État de retravailler sur leur situation. En fait, on fait un peu tourner ceux qui sont hébergés pour les ressortir ensuite et en faire revenir d'autres. Alors évidemment, là, ce sont les cas les plus extrêmes, mais le mal logement, c'est aussi un logement insalubre, un logement dans des mauvaises conditions. Ça concerne aussi bien le privé que le public ? Ça concerne essentiellement le logement privé. Il peut y avoir quelques exceptions, je dirais quelques situations particulières et qui amènent des conflits qui sont souvent d'ailleurs assez médiatisés avec les bailleurs sociaux. Mais l'essentiel est dans le parc privé par rapport à ça. Le rapport de la Fondation cette année fait un focus sur le handicap et évidemment sur le problème des ascenseurs, souvent en panne et pas réparés tout de suite. Oui, le problème des ascenseurs, c'est le point le plus visible, j'ai envie de dire, de la situation. Parce qu'en fait, pour le coup, un handicapé peut être, ou une personne en situation de handicap, peut être dans un logement qui lui convient, et puis le lendemain, il ne lui convient plus parce que l'ascenseur ne fonctionne plus, et on a une vraie assignation, une incapacité à sortir. Mais on a aussi énormément de personnes en situation de handicap qui sont dans des logements qui ne sont pas complètement adaptés à leur handicap, ou pas du tout d'ailleurs, et qui peuvent, elles, être dans une situation qui les empêche carrément de sortir, voire d'accéder à toute une partie des pièces de leur appartement. Voilà, j'en profite pour adresser une pensée à la famille d'Aref Cheloug que vous voyez sur ces images, que Lucille Dailly avait filmé il y a quelques mois et qui vient de décéder. Nous avait expliqué son problème et accueilli très gentiment. La thématique de vos rencontres jeudi, c'est mixité sociale et habitat. Quel levier pour les politiques locales ? La mixité sociale, on en parle depuis un moment. Est-ce que ça marche vraiment ? Alors nous, on est des rêveurs. Ça nous plaît, la mixité sociale. Et en tout cas, c'est un horizon qui nous intéresse. Et comme demain, on va redire probablement que la mixité sociale, c'est quelque chose qui est difficile à définir. D'ailleurs, le législateur, lui, c'est bien retenu de le définir. Presque ça se définit en creux. À l'inverse de la mixité sociale, il y a le regroupement, l'entre-soi, le regroupement des gens de même catégorie, de même manière de vivre entre eux. Et ça, on sait que c'est porteur de beaucoup de difficultés, d'incompréhension, de méconnaissance et rapidement de conflits. Donc oui, la mixité sociale, d'abord, c'est toujours une volonté, c'est toujours un horizon. Et oui, ça reste une bataille à mener. On verra demain avec notamment un certain nombre d'élus qui seront présents à nos rencontres, comment eux mettent en place aussi des politiques pour favoriser justement le mélange des populations, au moins le fait de vivre les uns à côté des autres.
Voilà, ces rencontres d'un toit pour tous, c'est donc jeudi de 8h45 à 12h30 dans l'amphi B de Sciences Po Grenoble sur le campus et c'est ouvert à tout le monde. Il est encore temps de s'inscrire. Merci beaucoup Jean-François Lapierre. Je vous en prie. Quelques idées de sortie pour une pause déjeuner inspirante. Célimène Daudet se produira jeudi à 12h30 à l'auditorium du musée de Grenoble dans le cadre des Midi en musique. La pianiste de mère haïtienne présentera Haïti mon amour, un projet autour de pépites composé par des musiciens de l'île du début du XXe siècle, au croisement des danses caribéennes et de la musique classique européenne. À la MC2 de Grenoble, Pauline Salle s'empare du mythe de Déméter et Perséphone, ce couple mère-fille qui a su tenir tête aux dieux et se retrouver envers et contre tous dans une réécriture contemporaine, théâtrale et musicale. Dans les deux déesses, il est question entre autres d'inceste, d'écologie, d'émancipation et de renaissance. Aujourd'hui dans Si on parlait, Serge Papagali paye une nouvelle tournée. Le comédien ambassadeur du rire dauphinois nous sert l'apéritif de son spectacle avant de distiller son inspiration facétieuse au summum le 29 mars. L'engagement ne connaît pas de frontières. Un jeune étudiant du Vercors dédie sa vie à la sauvegarde de la biodiversité et à la protection des éléphants de Sumatra. On est loin du plateau. Le jazz non plus ne connaît pas de frontières et gagne les sommets de l'Alpe du Grand Serre sous la baguette de Gérard Duchamp et avec Karim Bonardel qui élargit l'univers sonore au ukulélé. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Dans un instant, la météo. Excellente soirée à tous.